Tous les personnages de manga, d'anime, de dessins animés ou même de BD ont un chara-design qui a été pensé et réfléchi. Il y a forcément eu des tests avant d'en arriver à leur apparence finale, des concept art, des prototypes. Et moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant de découvrir un peu les origines d'un personnage. Par où son créateur est passé pour trouver son chara-design définitif, son apparence définitive. Puisque sur la chaîne, on parle de dessin, qu'on aborde aussi certains mangas à travers le dessin, je me suis dit que ça serait sympa de t'inviter à découvrir avec moi quelques prototypes de nos personnages de manga préférés. Alors simplement, bienvenue à toi dans cette vidéo. Ça, c'est Izuku, et ça, c'est son prototype. Sa version alpha, si tu veux. My Hero Academia, un manga exceptionnel, mis en avant par un animé tout aussi exceptionnel. Le personnage principal, Midoriya Izuku, est un jeune garçon qui n'a pas de super pouvoir dans un monde où 80% des gens en ont. Et pourtant, il veut devenir un héros. Izuku est bon, sérieusement, il est plein de bienveillance, c'est une bonne personne. Il est gentil, et je dirais même qu'il est un peu trop gentil au début. Et il se fait un peu bâcher par ses camarades à cause justement de son rêve qui est de devenir un héros, alors qu'il n'a pas de super pouvoir. Ça, c'est le topo. C'est le contexte de base que je devais t'expliquer pour bien cerner le personnage. Au départ, Izuku, c'est un gars gentil qui se laisse un peu trop malmener. Et dans son chara-design officiel, dans le chara-design qu'on connaît, ça se voit un peu, ça se remarque, surtout dans les débuts de l'œuvre. Pourtant, quand je vois son premier chara-design, j'arrive pas du tout à y voir quelqu'un qui se laisserait malmener par ses camarades. Quand je le regarde, j'ai pas l'impression que ce Izuku soit aussi gentil que celui qu'on connaît. Et je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. D'abord, il y a un air un peu plus sérieux dans sa posture, dans son regard. On voit comme une certaine prestance, on ressent qu'il est sûr de lui. Les mains dans les poches, la mèche qui cache la moitié du visage, costume assez classe, costume qui deviendra d'ailleurs, je suppose, l'uniforme qu'on connaît de Yue. Tout ça, en fait, ça me donne le sentiment d'y voir presque un autre personnage. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, même s'il s'agit là d'Izuku, c'est pas le premier nom qui lui a été donné. En effet, au moment de ce croquis, il était censé s'appeler Akatani Mikuno. C'était du coup vraiment un autre personnage. Le fait qu'il porte un autre nom et que son chara-design soit plus sombre que celui du Izuku qu'on connaît, ça a un petit peu stimulé l'imagination des fans qui se sont du coup empressés de s'approprier ce croquis et d'en faire un vrai personnage. Ils lui ont insufflé une âme, ils lui ont donné vie à travers différentes fictions et ça, je trouve ça vraiment cool. Il y a eu plein d'illustrations sur ce personnage qui sont vraiment d'ailleurs très stylées. Akatani Mikumo, l'ombre de Midoriya Izuku, n'est donc pas mort. Tout le monde connaît déjà à peu près ce visuel, et puis si t'as pas eu la chance de le voir jusqu'ici, la situation se comprend assez vite. Roronoa Zoro devait initialement faire partie de l'équipage de Buggy. Il avait d'ailleurs quelques légères différences par rapport à son chara-design du début de l'œuvre. Le bandeau, tu le vois, il était plus petit, il recouvrait pas totalement son crâne comme le bandeau qu'il a aujourd'hui dans son chara-design définitif. Et l'autre point à soulever, mis à part son air un petit peu sournois, c'est le katana de Zoro. Il n'en a qu'un. Et à en juger la couleur, c'est pas le Wado Ishimonji, c'est pas son sabre fétiche, et j'ai trouvé ça plutôt étonnant. Mais on va pas s'attarder davantage sur ça, on va plutôt analyser ces quelques croquis qui représentent le Zoro d'après l'ellipse. On est sur un Zoro qui s'est entraîné 2 ans au maniement du sabre avant de rejoindre son équipage. Dans son chara-design officiel, il a d'ailleurs une cicatrice à l'œil gauche, signe de la difficulté de l'épreuve que ça représentait pour lui, il s'en est juste pas tiré indemne. Et cette cicatrice, justement, on voit que c'est un élément qui est important pour Oda. Il voulait que Zoro en ait une, il voulait que Zoro ait une marque, une trace de cet entraînement. Dans ces croquis, on voit d'abord un Zoro qui porte une sorte de cache-œil, peut-être un pansement sur cet œil, justement. Ensuite, on en voit un autre avec une cicatrice cette fois sur le front. Plus sur l'œil, mais juste sur le front. On voit aussi un Zoro qui a cette cicatrice sur son autre œil, l'œil droit, pourquoi pas, mais en vrai c'est pas ça qui m'intrigue le plus. Ce Zoro, tout comme l'autre qui avait juste la petite cicatrice sur le front, a encore ses 2 yeux. La cicatrice là, elle part du haut du front pour arriver sur la joue. On peut le dire, elle est quand même un petit peu plus imposante. Ce que j'en tire comme info, c'est qu'a priori, aucun power-up, aucun pouvoir lié à son œil gauche n'est censé faire apparition dans l'œuvre qu'est One Piece, puisque Zoro pouvait même, selon ce prototype, conserver ses 2 yeux pour la suite de l'histoire. Je précise ça parce que c'est un fantasme de beaucoup de fans de voir un jour Zoro ouvrir cet œil gauche et déclarer une sorte de pouvoir, nous révéler une nouvelle faculté. Je veux dire, il y a eu beaucoup de théories à ce sujet sur le net, il y a qu'à voir sur YouTube toutes les vidéos qui en parlent, mais du coup, si on en croit ce croquis, cette idée n'est censée rester qu'un fantasme. Bon, et sinon, on a aussi un Zoro avec un kimono qui semble arborer des croissants de lune. C'est super stylé. Au départ, je cherchais des croquis de Naruto, et j'ai rien trouvé de mieux que ça, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est simplement le Naruto qu'on connaît, mis à part quelques petits détails comme les chaussures. Par contre, en poursuivant mes recherches, j'ai pu trouver quelques petites choses intéressantes comme le prototype qui suit, Gaara. Oui, ce personnage, c'est Gaara.
Je sais pas ce que t'en penses, je t'invite à me le dire d'ailleurs en commentaire, mais moi personnellement, je suis totalement fan. Le chara-design de ce Gaara lui donne un aspect encore plus instable, plus incontrôlable et plus dangereux du coup que le Gaara qu'on connaît. On remarque qu'il a un œil qui est en permanence comme possédé par son démon. Certainement du coup Ichibi, le démon, a une queue. Et en parlant de ce démon, j'ai bien l'impression qu'il s'agit du familier qui est juste à côté du personnage, qui est juste à côté de Gaara. Et d'ailleurs, je trouve qu'il ressemble étrangement à Kyuubi, mais en plus petit et avec une seule queue. Du coup, je peux pas m'empêcher de penser qu'au départ, Kishimoto avait peut-être prévu que les démons du manga soient tous des renards avec à chaque fois une queue en plus pour arriver jusqu'au renard à 9 queues, Kyuubi, le démon de Naruto qu'on connaît. Franchement, j'adhère à cette idée, j'aime bien. Pour en revenir à Gaara, il n'y a pas que cet aspect dangereux et incontrôlable qui diffère. Il est physiquement totalement différent. Une autre coupe, d'autres habits, d'autres traits du visage et même un autre bandeau. D'ailleurs, je remarque que le signe sur son bandeau n'est pas le même que celui de Suna. Il ressemble plutôt à une première version du signe qu'il y a sur les bandeaux de Kumo. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit Gaara n'était à ce moment-là pas originaire de Suna, et que du coup ça voudrait dire qu'il vient de Kumo, soit du coup ce signe était à l'origine destiné à Suna, tout simplement. Là je me dis que l'histoire de Gaara aurait pu être totalement différente. On a parlé de Zoro tout à l'heure, c'est maintenant au tour de son capitaine. D'ailleurs, voici à quoi était censé ressembler l'équipage du chapeau de paille au départ. On est d'accord, Chopper et Franky ont mangé chaud, mais à l'exception de Robin, ce croquis confirme bien que tous les personnages qui sont présents là étaient censés apparaître dans l'œuvre et étaient censés faire partie de l'équipage du chapeau de paille. À part peut-être le petit personnage qui est juste à gauche, à moins qu'il ne s'agisse de l'âme du Mary, je trouve qu'il y a une petite ressemblance quand même. Et contrairement du coup aux autres membres de l'équipage, Luffy n'a jamais vraiment eu de grands changements dans son chara-design. J'ai l'impression qu'Oda en avait une idée très claire depuis le début. Cependant, j'ai quand même trouvé quelques petites choses à se mettre sous la dent. À commencer par les prototypes du Luffy après l'ellipse des 2 ans, comme ce qu'on a fait avec Zoro tout à l'heure. Physiquement, il n'y a pas grand changement, la différence se fait plutôt au niveau des habits. On remarque qu'Oda avait une vraie volonté de lui faire porter une veste par-dessus les habits qu'on connaît de Luffy actuellement. Une veste longue, qui serait noire, avec ou sans ornement. On peut aussi voir d'ailleurs sur l'une des vestes le Jolly Roger de Luffy qui est sur son dos. Et autre petit détail, apparemment Luffy allait porter une sorte de dague à sa ceinture. Je trouve qu'en règle générale, la volonté de rendre Luffy plus mature dans son chara-design, elle se ressent fort. Je dirais même qu'on la ressent plus sur ces prototypes que sur le Luffy d'après les 2 ans qu'on a vu dans l'œuvre. Après Oda s'est peut-être dit que ça allait trop vite à son goût, qu'il valait mieux attendre avant de lui mettre justement cette veste, et du coup de lui ajouter cet aspect mature justement. Je voulais aussi revenir vite fait sur un autre prototype de Luffy que j'ai trouvé en faisant mes petites recherches. Voici les premières versions de Nightmare Luffy. Là, je pense qu'on peut dire qu'il y a une vraie différence. On a un premier croquis de Luffy qui semble porter des lunettes, qui a une veste totalement noire, avec des sortes de serpents dessinés dessus, et ce design de veste, ça m'a rappelé les habits que portait Jin au début du manga, tu vois, il a aussi des serpents sur sa veste. Et en dessous, on voit un autre Luffy avec des grosses cernes, des cheveux blancs, avec un autre chapeau que son chapeau de paille habituel. Je l'aime bien celui-ci. Alors là, on est sur des croquis assez connus, mais incontournables, de Goku, Super Saiyan 2 et Super Saiyan 3. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur ces formes, mais je pouvais pas passer à côté de ces croquis, d'autant qu'ils sont quand même intéressants. Concernant le Super Saiyan 2, je remarque qu'au départ, Goku n'était pas censé avoir une seule mèche devant son visage. Tous ses cheveux partent en arrière, contrairement justement au caractère design officiel. On peut aussi relever le fait qu'il semble pas y avoir d'éclairs autour de lui, contrairement à un Super Saiyan 2 classique. Maintenant, on peut rien en déduire, c'est un croquis, Toriyama a peut-être simplement décidé de pas les ajouter. Pour ce qui est du Super Saiyan 3, là, il y a de plus grandes différences. D'abord, il y a cette même absence de mèche, contrairement au caractère design officiel, mais le détail le plus frappant, c'est pas ça. C'est la queue de singe du personnage, la queue de Saiyan. La queue de Goku était-elle censée repousser à l'origine pour ce Super Saiyan 3 ? Je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, ça voudrait dire que certains éléments du scénario auraient pu être différents. On parle pas juste d'une caractéristique physique qui a pas de sens, qui a pas d'intérêt. La transformation elle-même en Super Saiyan 3 aurait pu, du coup, être amenée différemment. C'est stylé de savoir ça. Faut savoir que ces croquis à la base ne sont pas revenus en même temps que d'autres croquis super intéressants, comme ceux de Cell ou ceux de Boo. Toriyama est l'un des rares mangaka à nous avoir dévoilé les croquis qui ont servi à la conception de ces personnages. Et pour une œuvre aussi culte que Dragon Ball, c'est stylé. Allez, un petit dernier Goku pour la route. Ça, c'est le Goku Super Saiyan qui était à l'origine prévu pour apparaître dans le film de couleur. Les yeux sont rouges. J'ai rien d'autre à dire, juste, c'est trop classe. Je t'ai gardé une petite pépite
pour la fin, quand je suis tombé dessus, j'étais choqué. Voici la première apparence d'Itachi Uchiwa. Alors, en voyant ce croquis, j'ai juste absolument pas le sentiment de voir Itachi. C'est pas du tout le même personnage. Le Itachi qu'on connaît est calme, sérieux, impassible, tandis que celui-ci arbore presque un sourire moqueur, ou en tout cas provocateur, et même dans sa façon de se tenir. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il ait le même comportement, il a l'air beaucoup plus décontracté dans sa tenue. J'irais même plus loin, il semble même ne pas avoir la même histoire que le Itachi qu'on connaît. D'abord, il a des cicatrices au niveau des bras, sur le menton, son bandeau de Konoha n'est pas rayé, ça nous indique peut-être qu'il a du coup jamais quitté le village, et est-ce que ça sous-entend qu'il a jamais décimé son clan? Puis il y a aussi le fait qu'il porte pas la veste de l'Akatsuki, donc il ne fait pas partie de l'Akatsuki. Tout ça pour dire que quand je vois ce croquis, je peux pas m'empêcher de me dire qu'un tout autre chemin était prévu pour lui au départ. Tu le sais, Itachi n'est pas réellement mauvais, c'est même plutôt quelqu'un de bien qui a été jusqu'à sacrifier son peuple, se sacrifier lui-même pour sauver son village. Et quand je vois ce Itachi, j'arrive pas à l'imaginer faire les mêmes choses. Là, il a typiquement l'apparence d'un personnage mauvais, d'un méchant. D'ailleurs, Kishimoto n'a presque rien gardé de ce Chara design, si ce n'est bien sûr les petits traits sous les yeux. Il devait se douter qu'avec cette dégaine, il pouvait pas faire d'Itachi le héros qu'on connaît aujourd'hui. Un petit bonus un peu détente et anecdotique, même si ça n'a pas vraiment de rapport avec un manga, on parle souvent de design de Pokémon qui ont changé au fil du temps, parfois même de Pokémon qui ont carrément été créés mais qui n'ont pas été utilisés dans les jeux. Et bien là, je voulais te parler d'autre chose, quelque chose dont on parle beaucoup moins, le prototype de la Pokéball. Voilà ce que ça donne. Une capsule qui s'ouvre par le dessus. C'est trop drôle. En voyant ce concept, on comprend du coup pourquoi Pokémon s'appelait au départ Capsule Monster. Voilà, j'aimais bien l'anecdote, je voulais t'en parler ici. En réalisant cette vidéo, je pensais trouver facilement toutes sortes de croquis pour chaque manga qui me passait par la tête. Et bah, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout le cas. D'abord, j'ai trouvé ça dommage de mon point de vue de lecteur, de mon point de vue de fan. Ces quelques croquis sont toujours fascinants parce qu'ils permettent de mieux comprendre un personnage, ou même d'aller jusqu'à imaginer un scénario bis, un scénario différent, si le personnage avait justement les traits de sa première apparence, de son premier prototype. D'autres événements étaient peut-être prévus dans une histoire, et ce genre de croquis permettent de se les imaginer. Mais dans un second temps, j'ai compris qu'il s'agit certainement là de quelque chose qu'un créateur, qu'un auteur n'aime pas vraiment partager. Même si évidemment c'est au cas par cas, ça dépend certainement de la personne. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on crée une œuvre, ça paraît bête, mais c'est pour que le public puisse apprécier sa forme finale, sa forme la plus aboutie. C'est quand même pas pour que les personnes s'attardent sur son brouillon ou sur son esquisse. Le message est plus précis dans une œuvre qui est aboutie, dans une œuvre qui est finie. L'œuvre en elle-même est du coup plus fidèle à ce que l'artiste avait en tête, et les émotions qui sont transmises le sont également. Du coup, finalement, je comprends qu'on puisse pas facilement avoir accès à ce genre de choses. Ça relève de l'intime, ça relève du privé, même s'il s'agit que de dessin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, j'espère que tu as pu découvrir plein de chouettes choses. Il est l'heure, il est temps pour moi de filer. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!